Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au festival Nouveaux Horizons. Alors, je m'appelle Laurent Villarem et je suis producteur sur France Musique où j'anime deux émissions consacrées à la musique contemporaine, c'est le dimanche. Et je suis très heureux de vous présenter le deuxième des 5 avant-concerts avec ce soir 2 compositeurs très originaux, 2 inventeurs, n'est-ce pas? Ouais, ça va bien se passer. Arthur Lavandier à ma gauche et Juan Arroyo à ma gauche aussi. Juan, vous créez 2 solos pour violon ce soir et Arthur, un petit concerto pour alto, c'est comme ça qu'on peut l'appeler? C'est une des manières d'en parler, effectivement. Mais on va en parler plus tard. Oui. Alors nous allons parler des pièces que vous créez ce soir. Vous allez donner quelques clés d'écoute pour vous, public. Et on va essayer de voir vos points communs à tous les deux. Est-ce que vous connaissez la musique l'un de l'autre? Un petit peu ou pas trop? En fait, plutôt que de connaître Juan la Arroyo. musique, on se connaît pas mal. On s'est croisés au Conservatoire de Paris quand on était élève il y a plus de 10 ans, n'est-ce pas? Presque 15 ans maintenant, oui. Exactement. Je pense qu'on a partagé surtout quelques soirées ensemble. Voilà. Et la musique de l'autre, finalement, ça plus, En fait, plus les soirées que la musique? je crois que c'est vrai. Je ne suis pas sûr déjà, on n'a jamais travaillé La musique, c'est ensemble. une autobiographie. Hein, de toute C'est façon. vrai, c'est vrai. Alors, on va essayer malgré tout de voir que vous avez des points communs tous les deux, car j'ai trouvé, moi, que vous aviez des points communs. Oui. Alors, on va se servir de photos, un petit peu comme un petit jeu, et je vais vous demander de réagir. Alors, parfois, la photo ne concerne que l'un d'entre vous, parfois les deux. Est-ce qu'on commence? Alors, qui prend la première photo? J'adore. Alors, peut-être montrer à la salle. Alors, Arthur, est-ce que vous reconnaissez? C'est une photo du groupe anglais Radiohead. Oui, alors effectivement, je suis très très fan de ce groupe. C'est une musique qui a eu énormément d'importance pour moi dans ma petite adolescence. C'était un peu la réalisation qu'il pouvait y avoir de la musique savante dans ce qu'on appelle la musique populaire. Et après, je suis devenu un peu obsédé par ce groupe. Je les ai vus beaucoup de fois en concert. Donc voilà. Ma question, Arthur, c'est que vous ne vous destiniez pas forcément à être compositeur de musique contemporaine. Non, je voulais être une rockstar. C'est vrai. J'ai fait de la guitare électrique un peu dans cette direction-là. Et puis en fait, assez rapidement, je crois que c'est assez facile de se rendre compte qu'on ne va pas devenir une rockstar. Et vous, Juan, vous non plus, à l'origine, vous êtes originaire de Lima, vous non plus, vous ne vouliez pas, vous ne vous destiniez pas à être compositeur de musique contemporaine. Bah, non, je voulais juste faire de la musique. J'ai commencé par la flûte de Pan quand j'étais tout petit au Pérou. Et j'ai fait partie des ensembles de musique traditionnelle, musique folklorique. À vrai dire, je ne savais pas ni lire ni écrire la musique jusqu'à l'âge de 18 ans. Je faisais du rock, justement, comme monsieur. Point commun, vous avez vu point commun. Voilà, je vous l'avais dit. Oui. Et donc, vous êtes parti à Paris, au Conservatoire de Paris, n'est-ce pas? Vous avez fait les études à Lima. Oui, j'en ai fait 6 ans d'études à Lima. Après, je suis parti à Bordeaux. J'ai passé 4 ans. Voilà, à me perfectionner, et par hasard, en regardant une affiche du CNSM de Paris, j'ai vu que c'était ma dernière chance. Conservatoire de Paris. Le Conservatoire de Paris. J'ai vu que c'était ma dernière chance, première et dernière chance pour postuler. Je me suis dit que j'allais regretter si je ne postulais pas, et me voilà. Alors, Juan, vous avez eu un choc en écoutant cette musique. Alors, j'ai appris depuis hier qu'il fallait que je mette mon téléphone comme ça. Juan, est-ce que vous reconnaissez? J'ai peur, hein. J'ai vraiment peur parce qu'on ne s'est pas concerté. Je ne sais pas comment vous avez eu toutes ces informations. Je sais plein de choses. C'est déconcertant même, et surtout devant les gens quand même. C'est un peu intime. Alors, cette musique m'a frappé. Ah oui, pardonnez-moi, qu'est-ce que c'est? C'est le deuxième mouvement du quatuor de Ravel, en fa majeur. Oui. Et m'a frappé parce que en fait, je l'ai découverte grâce à une vieille cassette que j'ai achetée dans le marché noir péruvien. Parce qu'à l'époque, on était en dictature et on ne pouvait pas acheter des disques. Je n'ai pas le souvenir d'avoir rencontré des magasins où on pouvait acheter des disques. Donc, on allait dans
dans des endroits où on achetait des choses qui n'étaient pas forcément voilà, dans les vitrines. Et je me souviens avoir acheté donc ce cassette de Ravel. Et dans un voyage à Trujillo, dans le nord du Pérou, en traversant justement tous le dessert, surtout le dessert de la côte péruvienne, j'ai mis ça dans mon Walkman de l'époque. Et j'ai passé les 8 heures de voyage en boucle avec Ravel, en train de regarder les dunes. J'ai dit, c'est incroyable, c'est quoi ce son de quatuor qui est devenu un quatuor de guitare. Et depuis là, en fait, ça se met en moi l'envie de faire des hybridations. Et d'ailleurs, car Juan, au début, Beethoven, les quatuors, tout ça, c'était pas forcément quelque chose qui vous intéressait. Ni vous, Arthur, d'ailleurs, le grand répertoire, vous l'avez aimé tout de suite, ce grand répertoire, ou c'était plus Radiohead? Non, c'était vraiment les deux. Moi, je viens d'une famille de musiciens classiques. Mon arrière-grand-mère était prof de piano, ma grand-mère était pianiste accompagnatrice, mon père est compositeur. Du coup, non, j'ai pas mal baigné dans le grand répertoire. Et notamment disons qu'il y avait une certaine propension à écouter du Lully et du Wagner à la maison. Ce qui est un mélange assez particulier. C'est le yin et le yang. Oui, c'est vraiment ça, oui. Alors, moi, ce que je voulais dire par rapport à vos points communs, c'est que vous avez un peu une position pas marginale, mais vous avez fait le Conservatoire de Paris. Vous ne vous êtes pas forcément senti très bien. Bon, pour vous? Oui, pour moi, c'était une chance. Quand je suis arrivé en France, j'avais peur de passer par Paris. Les professeurs de mes professeurs de composition m'avaient dit qu'aucun compositeur avait réussi l'entrée au Conservatoire de Paris. Et donc, je me suis privé pendant 4 ans à Bordeaux de postuler. Et c'est cette affiche que j'ai rencontrée qui m'a changé la vie. Alors, malgré tout, je voudrais arriver au point commun. Alors, est-ce que vous pouvez sortir la deuxième petite photo? Tous les deux. Chacun une. Oui, voilà. Donc, en fait, leur point commun à tous les deux, c'est qu'ils ont fondé une famille musicale, un petit peu. Ils sont tous les deux membres d'un ensemble. Peut-être montrer, Arthur. Donc, Arthur fait partie du groupe Le Balcon. Vous êtes un peu un des membres fondateurs. Et vous, Juan, vous faites partie de l'ensemble Regard, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, c'est ce que je voulais dire. Alors, pourquoi vous avoir fondé cette famille-là de musiciens, tous les deux? Ou faire partie? Bon, je pense que dans toute génération, il y a des questions nouvelles ou qui se renouvellent, qu'il faut répondre. Et donc, en finissant nos études au CNSM de Paris... Conservatoire de Paris. Dis donc. Et c'est pour ça la question esthétique de à quelle famille on appartient. On s'est vite rendu compte qu'on avait certainement hérité des choses de nos aînés, mais nous avions des choses à dire et qu'on ne voulait pas donc, se cantonner, se cloisonner à quelque chose déjà connu et à la facilité. Sinon que dans cet ensemble, dans ce travail que nous menons, il n'y a pas simplement donc, la réalisation de nos œuvres, sinon aussi la création d'un espace pour des autres compositeurs, donc, ainsi comme nous sommes joués par nos familles respectives. En tout cas, en ce qui correspond à l'ensemble Regard, nous avons créé un espace de liberté pour que toutes les esthétiques puissent cohabiter dans la programmation. Et vous, Arthur, vous faites partie du célèbre groupe Le Balcon. Le bien nommé. Alors, je suis complètement d'accord avec Juan sur le fait qu'il y a complètement quelque chose de générationnel. Pour nous, je crois qu'il y avait aussi cette idée de... on arrivait à la fin des règnes. Parce que moi, pendant mes études au Conservatoire de Paris, Ligeti et Stockhausen sont morts. Griset avait déjà disparu un peu avant, et on arrivait dans cette espèce de moment où il fallait trouver des nouvelles choses en fait, et un peu réinventer tout ça, tout en venant quand même de la grande tradition de l'ensemble déjà, qui n'était plus l'orchestre, parce que moi j'allais voir l'ensemble intercontemporain une fois par semaine quand j'étais ado, et surtout il y avait d'abord il y avait une amitié très forte entre plusieurs personnes, Maxime Pascal, le chef d'orchestre, Alphonse Semin, le pianiste, et moi notamment, et d'autres musiciens, compositeurs, instrumentistes autour. Et il y avait cette obsession
de Maxime de vouloir sonoriser la musique. Et cette espèce de truc nouveau, de dire, en fait, la musique sonorisée qui appartient aujourd'hui à la création contemporaine, peut-être qu'on peut aussi l'appliquer au grand répertoire. Et à la pop. Et à la pop, et à plein d'autres choses. En fait, peut-être que ça peut nous servir aussi à jouer du Bach, du Brahms, etc. Ça, c'était vraiment le truc de départ. Et je pense qu'il y avait ce truc de l'énergie, de la jeunesse, de tout est possible, on peut tout faire. Et on s'est vraiment jeté dedans en réfléchissant un peu, mais pas tant que ça. Et c'était très chouette. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, les concerts, les compositeurs de ce soir, donc Arthur Lavandier et Juan Arroyo, donc ce sont un peu des malicieux. Ils aiment bien détourner les sonorités, par exemple faire qu'un violon sonne comme une guitare, ou etc. Donc, ce sont un petit peu ils ont des goûts pour les sonorités détournées. On écoute un petit extrait d'Arthur. Donc, Arthur Lavandier a fait un arrangement de la symphonie fantastique de Berlioz, et ça sonne pas tout à fait comme l'original. Alors c'est l'épisode qui s'appelle Un bal. Alors si on continue, un peu plus tard, le bal se transforme en... Ah bah décidément, bon. Il faut dire que ça change assez rapidement tout ça. Alors là ici. Voilà. Donc vous avez bien entendu une œuvre d'Hector Berlioz, mais à la sauce Arthur Lavandier. C'est ça. D'où vient ce goût de la réécriture? Justement, c'est ce rapport un petit peu comme ce que vous disiez entre Radiohead et le grand répertoire? En fait, pour moi, il n'y a jamais vraiment eu de différence entre le travail d'arrangeur et le travail de compositeur, parce que je fais aussi énormément d'arrangements, donc c'est-à-dire le fait de transformer une musique déjà existante en un objet nouveau, mais qui ressemble encore à l'original. Pour moi, l'arrangement, la composition, c'est un petit peu faire un arrangement de ce qu'on a dans la tête. Et donc, les deux activités vont ensemble, et j'ai toujours été très impressionné par les grands arrangeurs et par la musique bien arrangée, effectivement. La symphonie fantastique de Berlioz, ce projet, en fait, il est né de la volonté de Maxime Pascal et de Bruno Messina, qui est le directeur du festival Berlioz, de prendre le geste berliozien de l'époque, qui était d'introduire la notion de spectacle et de théâtre dans le concert symphonique, et de voir ce que ça donnerait aujourd'hui avec les moyens actuels. Et donc du coup, il y a de la guitare électrique, il y a du jazz, il y a une fanfare de 60 musiciens qui arrive à un moment pour jouer le 4e mouvement, il y a du Chor des Alpes qui joue le solo du 3e mouvement à la place du hautbois. Voilà, donc c'était une espèce de distorsion, de zoom, voilà, mais tout ça, évidemment, en restant dans le plus grand respect de la partition. Et sans trop y réfléchir non plus? Ah si, là pour le coup, on y réfléchit beaucoup. Arthur, vous créez ce soir Incantation des amants pour 3 violons et alto, mais je voudrais tout d'abord commencer à parler d'opéra avec vous, car vous en avez déjà écrit 5 ou 6, n'est-ce pas? Alors que vous avez une trentaine d'années. Alors, est-ce que cette Incantation des amants, c'est une scène d'opéra qu'on va entendre ce soir? Alors justement, non. C'est assez rare pour moi de pouvoir écrire de la musique pour peu d'instruments, et surtout de la musique sans texte et sans chant. Et donc justement, j'ai profité de cette occasion pour faire une pièce qui soit complètement en dehors de ça. Il y a un titre, effectivement, que je ne vais pas forcément expliquer, parce que pour moi, c'est une suggestion, une proposition, mais je veux justement qu'il y ait le moins de sens concret possible à cette musique. Est-ce que vous pouvez bien retirer la photo 3? Peut-être montrer à la salle. Qui est-ce? Alors, il s'agit de Gérard Cosset, grand altiste, qui joue dans ma pièce ce soir. Peut-être je peux en parler un petit peu du coup. Ah oui, bien sûr. C'est une chance incroyable pour moi de pouvoir travailler avec Gérard Cosset. C'est quelqu'un qui a passé énormément de temps dans sa vie à justement mettre en valeur la création contemporaine,
a joué le grand répertoire de création. Il a énormément travaillé avec Gérard Griset notamment. Hier, on répétait ensemble et il me racontait ce que c'était que de bosser sur le prologue des espaces acoustiques de Griset. Et pour moi, c'est un chef-d'œuvre de la fin du XXe siècle. C'est une des pièces les plus importantes de la musique française, en tout cas de la fin du XXe siècle. C'est une musique qui, moi, me chavire complètement. Et de pouvoir être au contact avec quelqu'un qui... pour moi, c'est comme travailler avec quelqu'un qui a bossé avec Beethoven. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. C'est complètement fou. C'est hyper émouvant. C'est un peu vertigineux, en fait. Donc, je me sens extrêmement chanceux et ému de pouvoir travailler avec lui. Et en plus, il est vraiment hyper sympa. Et ça, quand même, c'est chouette. Et en plus de jouer, évidemment, très bien. Alors, dans Incantation des âmes, vous opposez un alto à 3 violons qui formeraient un très grand violon, c'est ça. Donc, d'un côté, on a l'alto, et de l'autre... En fait, on peut voir la pièce comme une espèce de duo violon-alto, sauf que la partie le violon est composé de 3 instrumentistes et de 3 instruments. Et pour savoir, les 3 violons ont ce qu'on appelle une scordatura. Pour ceux qui étaient là au concert d'hier, c'était ce qu'avait le violoniste de la pièce de Sivan, c'est-à-dire que les cordes ne sont pas accordées comme elles le sont d'habitude. Dans ma pièce, c'est très léger, c'est des scordatura qui utilisent la microtonalité, c'est-à-dire des tout petits intervalles, qui permettent, en jouant par exemple les harmoniques naturelles, de créer des harmonies microtonales complexes sans que ça soit difficile à jouer pour les instrumentistes. Et ça, c'est trop bien. Alors, on peut juste dire plus simplement que en fait, vous opposez 2 mondes sonores. On peut dire ça. Après, moi, je vois plus ça comme un dialogue, comme une danse, ils sont ensemble, ils ont pas forcément le même langage, mais ils sont ensemble. D'ailleurs, Arthur, dans vos œuvres, il y a souvent l'idée de faire coexister plusieurs mondes à la fois. Dans votre opéra, le premier meurtre, il y a 2 orchestres. Dans votre tout récent opéra, au cœur de l'océan, excusez-moi, je l'ai vu, c'était complètement fou. Il y a des parties écrites et d'autres qui sont improvisées. Ça vous vient d'où donc cette idée d'opposer ou de distordre des éléments déjà existants ou d'opposer des... C'est ce qu'on entend ce soir encore. Pour moi, la rencontre, contrôlée ou non, enfin en tout cas contrôlée à divers degrés de contrôle, c'est quelque chose qui est forcément hyper riche, hyper fertile. Ça demande évidemment une certaine manière de travailler et d'envisager la création. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, ne peut que donner un matériau musical comment dire, satisfaisant, intéressant pour moi. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on peut mettre ensemble n'importe quoi, mais c'est un principe d'écriture ou c'est une manière d'envisager la composition que j'aime énormément. À la fin, on va jouer un petit jeu tous les 3, mais d'abord, on va ensuite parler de la pièce de Juan Arroyo. Juan Arroyo, vous aussi, vous faites hommage au répertoire dans la pièce qu'on va entendre ce soir. Est-ce que vous reconnaissez ? C'est artisanal, mais je pense que vous entendez. Juan, vous avez reconnu ? Oui, tout à fait. C'est devenu une obsession. Et c'est ? C'est du Bach. Oui, la chaconne. Exactement. Donc Juan, est-ce que la pièce qu'on va entendre ce soir, c'est un hommage à Bach ou à Bach ? C'est un hommage à Bach. C'est beaucoup de choses en même temps. Partita, la première pièce que vous allez entendre, fait référence à Bach, effectivement, mais aussi fait référence à un vocable italien qui ça veut dire di partita, partire. Et en fait, j'ai dédié, il fait un hommage, bien entendu, les pièces sont dédiées à Clémence de Forceville, qui c'est l'excellente violoniste qui va interpréter mes 2 pièces, et à Renaud Capuçon, qui a commandé les 2 diptyques. Mais vu son caractère solennel, en fait, cette pièce est un hommage au chef d'orchestre ukrainien Yuri Karpatenko, qui il y a quelques semaines a été assassiné en fait chez lui, car il avait décidé de ne pas participer à un concert organisé par les forces russes, qui ont allé le chercher donc à la maison. Ils l'ont abattu. Vous le connaissiez, Juan ? Pas du tout, mais ça m'a choqué. Ça m'a profondément choqué, ça m'a molesté.
Donc, je dédiais en fait cette partita à cet homme. Alors, si on parle de la sonorité de la pièce, est-ce que vous pourrez... Oui, alors qu'est-ce que vous nous préparez? Ah oui, d'accord. Alors, peut-être Ah, c'est montrer, joli, hein. donc la pièce qu'on va entendre ce Merci. soir de Juan. Donc, ça va être du violon bizarre. Donc, Oui, en Juan, effet. comme Arthur, vous cherchez une autre sonorité. Je sais que vous mettez des haut-parleurs sur les musiciens et à l'intérieur des instruments parfois. Ça vous vient d'où cette idée un petit peu de détourner la sonorité des instruments? Alors, tout d'abord, je pense que ça vient de ma culture. Au Pérou, nous ne parlons pas d'intégration, forcément, parce que nous vivons dans une société informelle. Le Pérou. Du fait, dès qu'elle est informelle, quand les forains arrivent, ils ne s'intègrent pas. Ils ajoutent ce qu'ils ont et la société s'est construite dans cet ajout, dans ces surajouts. Donc, on appelle ça hybridation culturelle. Et donc, du coup, on peut se trouver, par exemple, en sortant d'un édifice ultra moderne qui ouvre les portes, qui nous parle, qui nous dit bonjour, monsieur. On traverse la rue en face, vous avez un chaman qui vous offre en fait la possibilité de faire un petit voyage et aller dénouer des problèmes personnels qu'un psychologue ou un psychanalyste n'arrive pas. Voilà. Et il y a aussi un deuxième prélude qui est une saeta. Saeta, c'est une musique qu'on écoute à la procession de Séville, c'est ça? Durant la fête sainte? Oui. Alors, je voudrais juste finir par rapport à Partita, parce que pourquoi c'est une obsession? Alors, j'ai pendant longtemps omis une information qui m'était donnée quand j'étais élève au Conservatoire de Lima, dans un cours de culture musicale. Et j'avoue, j'étais très fatigué, donc je dormais presque pendant le cours. Et à un moment donné, le professeur, il vient vers moi et me dit « Bach !» Il dit « Oh là là, c'était quoi la question ?»« Non, non, je te pose aucune question. Toi, c'est Bach. » Et donc, je le regarde, je dis, oula, celui-là, il a fumé quelque chose d'extraordinaire. Non, Juan Arroyo veut dire en allemand Johannes Bach. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, aïe, 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 vous venez de placer quelque chose de très lourd sur mes épaules, monsieur. Et depuis là, j'en ai parlé. Mais l'année dernière, je suis allé dans Washington et j'ai trouvé ça tellement drôle de débarquer dans ce festival très reconnu, c'est le plus ancien en Allemagne, et dire voilà, mes chers amis allemands, il y a Johannes Bach qui débarque et ça vient du Pérou. Ils ont bien aimé, les Allemands? Nein, nein. Et Saeta, c'est un chant religieux qu'on peut trouver donc l'hommage à Yuri Karpatenko, mais c'est aussi en fait un vocable qui veut dire flèche en espagnol. Et quand j'étais enfant, puisque tout mon cycle de pièces c'est sur le rêve et sur les états inconscients, et quand j'étais enfant, je rêvais en fait d'un Indien qui faisait un rituel de feu dans le couloir de la maison. Et donc tout mon cycle, c'est ces visions-là qui apparaissent. Donc en fait, vous cherchez un petit peu à faire triper, c'est ça, la transe? Alors est-ce que ce soir, Clémence de Forceville, la violoniste, va nous faire triper? Absolument, elle est merveilleuse. On a eu la première répétition quand elle m'a posé la question, alors qu'est-ce qu'il faut améliorer? Du coup, j'étais un tout petit peu gêné parce qu'il fallait vraiment trouver quelque chose pour pas passer pour, vous voyez. Et donc, c'est une extraordinaire violoniste. Aujourd'hui, on a enregistré. Et déjà, l'enregistrement, elle a dégagé un mysticisme, on va dire, dans son jeu. À moi, ça m'a parlé. Et j'espère en tout cas que pour vous, ça sera la même chose. De la cas contraire, bon, on continuera dans cette recherche. Alors on termine avec le petit jeu. C'est une sorte de petit questionnaire de Proust avec des questions parfois embarrassantes. C'est ça, c'est souvent les meilleurs. Alors peut-être des réponses courtes. Et c'est afin de mieux vous connaître, un petit peu connaître votre... Alors Juan, c'est ici. Alors je commence. Alors c'est vraiment des questions à brûle-pourpoint, comme on dit. Alors, le livre qui a changé votre vie, est-ce que vous pouvez répondre à ça? Pour moi, je crois que c'est le guide galactique, le guide du voyageur galactique. C'est un livre de science-fiction un peu absurde, un peu à la Monty Python, qui a un petit peu, je dirais, forgé mon sens de l'humour. Et vous, Juan?
J'ai du mal parce qu'en vérité, je suis accro plutôt qu'un livre à tout un courant, qui c'est le réalisme magique latino-américain. Par là, peut-être mon premier livre, c'est La ville et les chiens de Mario Vargas Llosa, mais Son temps de solitude aussi, de Garcia Marquez. Oui, donc il y a tout un tas de livres passant par Borges et tant d'autres qui m'ont influencé. Et d'ailleurs, vous avez parfois appelé votre recherche le réalisme magique sonore. Oui, tout à fait. C'est à double tranchant, considérant que la musique, en fait, c'est un fait, c'est quelque chose de concret, mais que mon travail, c'est faire de cette réalité quelque chose d'inouï. Donc, j'essaie de fabriquer des trompes-l'ouïe. Pas des trompes-l'œil, des trompes-l'ouïe. Voilà. Alors, le musicien du passé pour lequel vous auriez aimé composer, si possible mort. C'est difficile comme question. J'aurais envie de dire tous, mais je vais réfléchir un peu. Si ça ne vous inspire pas, on passe à la suivante. Hein. Non, je dirais Jean-Sébastien Bach, lui proposer une pièce pour orgue. Exactement, j'avais pensé la même chose, mais c'est tout. Oui. Et pas au Jean-Sébastien Bach péruvien. On va en parler. On prend un verre et c'est bon. On en parle après. Bon. Alors, c'est une question que j'aime bien, c'est votre impression d'Aix-en-Provence. Alors, moi, je viens très régulièrement à Aix-en-Provence parce que ça fait plus de 10 ans que je viens tous les ans l'été pour voir le festival d'opéra. Donc c'est une ville que je commence à connaître un petit peu. C'est une ville que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup me balader dans Aix. J'aime beaucoup l'architecture. Je ne vais pas dire que j'aime beaucoup les gens parce que je ne connais pas tous les gens de Aix-en-Provence, je suis désolé. Mais oui, c'est toujours un grand plaisir de venir ici. Et puis c'est toujours, moi je trouve ça fascinant de voir à quel point cette ville est dynamique culturellement. C'est incroyable. Et donc voilà, j'aime beaucoup. Et vous, Juan, vous n'aimez pas? Bon, reprenant les mots de Hemingway, je dirais que Aix, c'est une fête. Donc, oui, c'est Paris, c'est une fête, mais Aix, c'est une fête parce que c'est la première fois que je suis là et que tout de suite, je me trouve dans une dynamique où on fête la musique, on fête la rencontre, on se revoit après longtemps et on noue de nouvelles amitiés avec des compositeurs qu'on a croisés. Donc oui, Aix, pour moi, c'est une fête. La ville où vous vous sentez chez vous? Paris. Lima. La ville qui vous angoisse? Lima. Lima. Et vous, Arthur? J'avais dit Lima, mais je ne suis jamais allé à Lima, donc ça serait injuste. La ville qui m'angoisse. J'ai été à Mulhouse il n'y a pas longtemps, et cette ville m'a un peu angoissé, je dois dire. Si vous étiez un personnage de Disney? Le génie dans Aladdin. Tout simplement. Ah, j'aime bien comment vous dites le canard Donald? Donald Duck. Je trouve ça très mignon comme il parle. Est-ce que vous avez un rituel quand vous composez? Pour se mettre au travail Ah oui, je me mets par terre, donc j'allume de l'encens et je fais quelques rituels à la maison. C'est vrai? Non, pas du tout. Non, bien sûr. Le café. Le café et l'angoisse. Le mélange parfait. Est-ce qu'il y a une œuvre du passé dont vous êtes jaloux, que vous auriez aimé écrire? La mer de Debussy. Ah, moi, c'est compliqué. El Condor pasa. C'est plus court, ceci dit. Hein. Non, c'est une opéra. Ah, pardon. Ah oui, qui dure 3 minutes. Non, qui dure bien plus longtemps, mais que malheureusement, comme nous n'avons pas une industrie digne de ce nom-là, et le compositeur a sombré dans la famine. Et ensuite, il y a eu Simon et Garfunkel et tant d'autres artistes qui ont piqué donc, ce morceau et qui sont bénéficiés donc, de son art. Et après, justice a été faite, mais c'est un opéra contestataire, car le Condor représente la liberté des peuples opprimés. Vous le saviez? Moi non, alors désolé, vous me raconterez après. Alors, cette question-là, je l'aime bien aussi, c'est quelle musique voudriez-vous pour vos funérailles? Wow. Du coup, je suis obligé du Radiohead, évidemment. Je voudrais qu'on me laisse en paix. Il n'y a pas de musique. Si on est fait toute la vie, c'est bon. Le musicien qui vous a le plus appris parmi vos rencontres, parmi les musiciens? Donc de vivant cette fois. Ouais. Ah, quelqu'un de vivant. Ah, il y en a plusieurs. C'est difficile ça. Oui, je suis très. Je peux pas être ingrat. Hein. Je pense que on se connaissait, mais même avant, même depuis le Pérou,
quand les professeurs, malgré mon ignorance de l'écriture à 18 ans, ils sont pariés pour moi. Donc, depuis ce moment-là jusqu'à mon entrée au CNSM de Paris. Le conservatoire. Au conservatoire, vous voyez, c'est devenu une habitude. Non, c'est compliqué, je ne dirais pas. Et vous, Arthur? Moi, je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y avait ce truc de la fin du règne, des grands compositeurs. Je pense que mes amis proches, on s'est chacun énormément influencés. Et sinon, j'ai quand même un souvenir très très fort des cours de polyphonie de la Renaissance au Conservatoire de Paris avec Olivier Trachier. Donc c'était quand même une expérience très très étonnante de faire du pastiche de la Renaissance à la plume avec quelqu'un qui nous parlait en ancien français. Donc ça, oui, ça c'était quand même. Il m'a appris énormément de choses et en plus c'était complètement fou les cours. Alors j'ai 2 dernières questions. Votre dernier coup de cœur musical, la chose qui vous obsède récemment, à part votre musique. Hein. Ah, alors bon, il faut réfléchir encore rien plus. Du coup. Bon, pendant la pandémie, j'ai entamé une émission sur Radio Philharmonia où j'ai présenté l'œuvre de plusieurs compositeurs que je ne connaissais pas. J'ai invité Michael Levinas, par exemple, qui est extraordinaire. Compositeur français. Voilà, son piano espace est magnifique. Le concerto pour piano de López López. Et je garde aussi un très beau souvenir de l'œuvre de Stefano Gervasoni, qui fut mon maître. Donc c'est des compositeurs contemporains. Exactement, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup les musiques pour danser. Et je considère que c'est des musiques qui me donnent envie justement de rentrer dans le mouvement et partager un moment. Mais vous parlez plutôt d'écoute, il me semblait, non? Musique qu'on aime bien entendre. Entendre et écouter. Oh, on a encore 1 heure, là, je crois. Là. Oui, parce que après, si on aime la musique pour danser, là, je peux vous donner un répertoire aussi, là, si vous voulez. Hein. Mais... Et vous, Arthur, alors vous écoutez quoi et vous entendez quoi en ce moment? Disons que la dernière pièce qui m'a vraiment scotché, c'est le concerto pour trombone de Georg Friedrich Haas, qui est un compositeur autrichien, qui a un langage fantastique qui s'inscrit un peu dans la continuité du spectralisme, mais encore un peu différent. Et si vous avez l'occasion, écoutez le concerto pour trombone, c'est une pièce qui m'a soufflé, vraiment, complètement. Et encore, je ne l'ai même pas entendu en vrai, je l'ai entendu sur Internet, comme ça. Et ma toute dernière question, c'est comment, nous sommes à peu près à 1 demi-heure de votre création, comment vous sentez-vous? Stressé? Impatient? J'ai un peu les mains moites. Non, ça va. En fait, comme disait Juan tout à l'heure, on est joué par des instrumentistes d'un tel niveau. C'est aussi la force de ce festival. Il y a un tel engagement de toute l'équipe pour que tout se passe bien. On a eu beaucoup de répétitions en fait, par rapport à une création pour petite formation comme ça. Le fait qu'on ait 4 répétitions ensemble et qu'il y ait vraiment un temps de travail dédié avec le compositeur, c'est un luxe absolument incroyable. Donc j'ai rarement été aussi serein moi, avant une création en fait. Et vous, Juan? Oui, je suis très serein. De plus que cette pièce s'inscrit dans un projet plus long. Il ne s'achève pas ici. Il s'achèvera d'ici à quelques années quand j'aurai fini d'écrire un livre pour violon. Que là, pour l'instant, avec la quantité de pièces que j'ai écrites pour violon, j'ai une 20aine de minutes. Et donc là, effectivement, il y a peut-être un tout petit peu d'anxiété pour passer cette étape-là, mais plutôt je suis déjà en train de réfléchir à la suite. Est-ce que vous avez des questions pour ces 2 inventeurs malicieux? On passe le micro. Il y a toujours un petit... Ah, madame. Alors, je dirais que ça dépend déjà des pièces. Parce qu'un opéra, ça peut prendre 2 ans. Là, pour la pièce qu'on va entendre ce soir, je dirais que ça m'a pris 1 mois et demi, peut-être. Ça dépend vraiment de l'instrumentarium, de la durée de la pièce. Ça dépend de l'inspiration, effectivement. Ça dépend aussi de l'organisation personnelle, qui peut parfois être très mauvaise. Et il faut tout faire très très vite. C'est très fluide. Et vous, Juan? Je dirais la même chose qu'Arthur. Il m'est arrivé une fois, c'était incroyable. En 1 semaine, j'avais bouclé un quatuor de saxophone avec électronique. Et quand j'avais fini,
et je me sentais coupable d'avoir fini si vite. Donc je me suis dit, je ne vais pas rendre la pièce, on va revenir dans un mois pour voir si ce n'est pas un mirage. Et donc un mois plus tard, la pièce était toujours là, et j'étais toujours content de ce qui s'est passé, donc j'ai envoyé la pièce. Mais une semaine après, il y a eu des pièces qui ont été terribles, 10 ans. Par exemple, mon hommage à Jimi Hendrix pour guitare, ça m'a pris 10 ans. Je me suis battu avec la partition, je l'ai jetée par la fenêtre, elle est revenue, je l'ai tout jeté. Après, il y a des moments où ça se passait bien, et ça se passait bien surtout dans la nuit, où j'étais un peu inspiré. C'est assez varié, on va dire, et ça dépend des humours, des caractères aussi de la journée. Est-ce que vous avez d'autres questions? Toujours un petit temps de latence, non? Vous êtes inspiré par quel type d'instrument, a priori, je veux dire? Qu'est-ce qui vous a lancé là-dedans? Il y a un instrument en particulier, je sais pas, violon, saxo? Moi, c'est la flûte de Pan. C'est mon premier instrument. C'est mon premier instrument, donc c'est ma langue maternelle. Et après, tout ce qui est aérien aussi, parce que ma grand-mère étant quechua parlante, guérisseuse, donc quand elle me parlait, elle me soufflait à l'oreille, elle avait un chant quand elle parlait. Et donc, moi, je retrouve ça de temps à autre dans ma musique, quelque chose qui honte, en fait, non, c'est comme un esprit, en fait, qui habite la partition. Je le laisse y habiter, voilà, il s'invite, il s'installe, je peux rien. Il y a des choses que je contrôle, que je détermine, mais il y a ce type de choses qui sont naturelles. Moi, je préfère la laisser vivre dans la partition. C'est dur de trouver quelque chose d'intéressant à dire après ça. La flûte de Pan, j'avoue. Ouais. Alors, moi, je suis pianiste et je suis altiste de formation. Pour le coup, j'aime pas composer pour le piano. C'est trop difficile, je trouve. Pourtant, et par contre, j'adore écrire pour les instruments à cordes. En fait, moi les instruments qui m'inspirent énormément, c'est ceux avec lesquels on peut triturer un peu l'intonation. Donc là, les violons un peu désaccordés, par exemple. J'avais fait une pièce pour un groupe d'alto qui avait des partitions sur lesquelles ils ne pouvaient pas savoir quelle note allait sortir avant de la jouer, pour avoir l'intonation, la justesse la plus aléatoire possible, mais que quand même ça soit très, très bien joué, très assumé. J'aime énormément le trombone, mais pareil, parce qu'on peut aussi, grâce à la coulisse, jouer là-dessus. Donc oui, je pense que je dirais ça. Je pense que vous êtes prêts pour le concert de ce soir. Alors, je rappelle la création de Partita et Saeta de Juan Arroyo, Johann Sebastian Bach, par Clémence de Forceville au violon. Arthur Lavandier, vous créez Incantation des amants, une pièce pour 3 violons et un alto. Donc Gérard Cosset, c'est l'alto. Clémence de Forceville, c'est le violon. Shuichi Okada, c'est l'autre violon. Et il y a encore Mayred Aiki, c'est ça, comme ça qu'on dit, encore au violon. Je vous remercie tous les deux et bon concert à tous. Merci. Bon concert.